And Oscar goes to Ron Howard. I love all kinds of movies, all kinds of stories, really, and I always have, and that's taken me on some fantastic. Devinez qui est la femme à qui Ron Howard a demandé sa main à 3 reprises. Qu'est-ce qui l'a rendu si persévérant? Et pourquoi a-t-il affirmé qu'elle était le porte-bonheur qui a assuré le succès de sa carrière? T+. La façon dont ils ont nommé leurs enfants a également surpris beaucoup de gens. Et la raison pour laquelle Ron Howard a choisi sa femme plutôt que des stars hollywoodiennes rend cette histoire encore plus spéciale. Alors, quel secret a sauvé la vie de Ron Howard? Découvrons-le maintenant. Un mariage qui dure. La vie et la carrière de Ron Howard ne sont pas seulement une histoire de succès hollywoodien, mais aussi un parcours inspirant d'amour, de dévouement et de valeurs familiales. De jeune garçon, dans une émission de télévision, à l'un des réalisateurs et producteurs les plus célèbres au monde. Ron Howard a construit un héritage incroyable, non seulement dans l'industrie cinématographique, mais aussi dans sa vie personnelle. Le parcours de Ron Howard a commencé à Burbank, en Californie, où il a rencontré Cheryl Ali, qui allait devenir sa compagne. Ils étaient amoureux depuis le lycée John Burroughs. Leur rencontre était plus qu'une coïncidence, mais ce fut le début d'une relation qui durerait plus d'un demi-siècle. Leur premier rendez-vous était le 1er novembre 1970. Ils ont regardé le film It's a Mad World, puis sont allés manger une pizza. Ce fut une soirée simple, mais qui a jeté les bases d'un amour durable. Ron Howard a vite compris que Cheryl était la femme avec laquelle il voulait passer le reste de sa vie. Il lui a demandé de l'épouser à 3 reprises avant qu'elle ne dise enfin oui. Cheryl voulait d'abord se concentrer sur ses études et a obtenu une licence en psychologie avant de poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise en écriture de scénario. Quand ils furent prêts, ils se marièrent le 7 juin 1975. Leur mariage fut un événement modeste mais significatif, auquel assistèrent des amis proches et la famille, y compris les acteurs chevronnés Andy Griffith et Tom Bosley. Dès lors, Cheryl fut non seulement la femme de Ron, mais aussi une partenaire importante dans sa vie et sa carrière. Ron Howard a maintenu une tradition particulière dans ses films, inclure toujours Cheryl dans un petit rôle de camé. Il croyait qu'elle était un porte-bonheur pour sa carrière. Cependant, Cheryl n'est pas seulement une épouse qui le soutient, c'est aussi une écrivaine talentueuse. Elle a construit sa carrière avec la publication du roman In the Face of Gin. À travers les hauts et les bas de Ron, Cheryl a toujours été là. Lorsqu'on lui a demandé le secret d'un mariage durable, Ron a simplement répondu « Une communication ouverte et un respect mutuel ». Selon lui, il n'y a pas de formule magique pour une relation solide, mais plutôt une volonté de grandir ensemble au fil du temps. Ron et Cheryl ont 4 enfants. Bryce Dallas Howard, né en 1991, les jumelles Paige et Jocelyn Carlisle Howard, nées en 1985, et le plus jeune fils Reed Cross Howard, né en 1997. Chacun des enfants a suivi sa propre voie. Bryce Dallas Howard est la plus célèbre des 4, avec des rôles impressionnants dans Jurassic World et La couleur des sentiments. Paige Howard a également poursuivi une carrière d'actrice et d'écrivaine. Jocelyn Carlisle Howard a choisi une vie privée. Loin de Hollywood. Reed Cross Howard a une autre passion. Devenir golfeur professionnel et célébrité des médias sociaux. Ron et Cheryl veulent offrir à leurs enfants une vie normale, malgré les projecteurs d'Hollywood. Ils n'encouragent pas leurs enfants à jouer la comédie dès leur plus jeune âge, préférant se concentrer sur leur éducation et leur épanouissement. Ils emmenaient souvent leurs enfants sur les plateaux de tournage, les scolarisant à domicile si nécessaire. Lorsque Cheryl était enceinte de Reed, la famille a même déménagé à Londres pour que Ron puisse filmer tout en étant avec sa femme pendant l'accouchement. Même la façon dont ils ont nommé leurs enfants a fait preuve de créativité et d'humour. Chaque nom avait une signification particulière. Bryce Dallas Howard a été nommé en l'honneur de la ville de Dallas, au Texas. Paige et Jocelyn Carlisle Howard ont été nommés en l'honneur de l'hôtel Carlisle à Manhattan. Reed Cross Howard a été nommé d'après une rue proche de leur domicile à l'époque. En dehors de sa famille, Ron a construit un héritage remarquable dans le cinéma.
Grâce à la compagnie de sa femme, il a pu arriver là où il est aujourd'hui. Alors, comment a commencé sa carrière? Ce fut un long voyage. Bon début? À Duncan, dans l'Oklahoma. Ron Howard est venu au monde le 1er mars 1954. Il était officiellement connu sous le nom de Ronald William Howard. 16 parents. Tous deux acteurs, Rance et Gene Howard, l'ont eu comme premier enfant. Harold Beckenholt a changé son nom de famille en Howard en 1948, qui est le deuxième prénom de son fils. En plus d'être acteur, il a écrit et réalisé des films. Sa mère avait suivi une formation d'actrice à New York. Ils formaient une famille où le chant et les contes étaient une monnaie courante lorsqu'ils travaillaient ensemble. Ron est né alors que son père servait dans l'armée de l'air américaine. Ron est né alors que son père était en service dans l'armée de l'air américaine. Ron a toujours été très attaché à sa carrière d'acteur malgré ses obligations militaires. Il avait très envie de devenir acteur professionnel après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'Oklahoma. Sa mère, Jean, a insufflé un esprit artistique dans la maison grâce à ses études d'art dramatique à New York. Ron a baigné dans la créativité dès son plus jeune âge dans ce cadre. Moins de 20 000 personnes vivaient dans la petite ville de Duncan, loin des paillettes d'Hollywood. La vie était facile. Ron avait quelque chose d'exceptionnel, même lorsqu'il était enfant. Ses parents le savaient déjà. Ils voulaient lui offrir un environnement optimal pour qu'il puisse développer ses talents. C'est pourquoi ils ont quitté l'Oklahoma pour recommencer une nouvelle vie à Hollywood. Le déménagement à Los Angeles n'a pas changé le penchant des Howard pour la simplicité. Ils n'ont pas acheté de maison ni fait quoi que ce soit d'extravagant. Ils ont décidé de s'installer définitivement à Burbank pour pouvoir travailler sans interruption. Quel que soit leur niveau de prospérité, ils sont toujours restés fidèles à leurs principes. Même lorsque sa carrière a décollé, Ron est resté fidèle à ses principes. Ron a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 18 mois. Son premier rôle au cinéma était dans Frontier Woman en 1956, et il n'avait que 2 ans lorsqu'il a fait ses débuts. Il a commencé à jouer fréquemment à l'âge de 4 ans, avec l'aide de son père. Le rendre célèbre n'était pas une priorité. Il était important pour ses parents qu'il soit bien préparé et qu'il sache ce qu'il faisait. La différence était entièrement due à cette préparation. Le rôle d'Opie Taylor dans The Andy Griffith Show en 1960 lui a permis de percer à l'âge de 6 ans. Après 8 saisons, il est devenu un nom connu de tous grâce à la série. Il est devenu l'un des enfants acteurs les plus appréciés à la télévision pour son interprétation d'Opie, qu'il jouait sous le nom de Ronnie Howard à l'époque. Il a eu une première scène difficile sur place. Sa tortue en peluche était morte et il devait jouer la douleur comme si elle l'était. C'était une tâche difficile pour un enfant acteur comme Howard, mais il l'a relevé avec brio. Il avait un talent naturel pour la concentration, que le réalisateur Bob Sweeney l'a aidé à développer afin qu'il puisse apporter de l'authenticité à chaque scène. Pendant de nombreuses années, l'approche d'Howard en matière de jeu d'acteur a été influencée par cette suggestion. En même temps, Howard admirait Griffith, qui devint en quelque sorte une figure paternelle et un mentor pour lui. Cela le rassurait sur le plateau et lui montrait l'importance du professionnalisme et de la narration. Ils sont restés en contact étroit même après la fin de l'émission en 1968. Ils ont maintenu le contact pendant de nombreuses années. Et Howard a même fait une apparition dans l'émission d'Andy Griffith de 1971, The New Andy Griffith Show. Howard a souvent reconnu l'influence de Griffith sur ses débuts de carrière, tandis que Griffith a fréquemment loué les compétences de Howard. Howard démontrait déjà sa polyvalence alors qu'il faisait encore partie de la distribution de The Andy Griffith Show. Dans le rôle du jeune homme réticent et zézaillant Winthrop Peru, dans The Music Man en 1962, il a donné une performance qui allait entrer dans l'histoire du cinéma. Non seulement il a obtenu 6 nominations aux Oscars, mais il est également devenu le film le plus rentable de l'année. Il a incarné Eddie Corbett, un jeune homme à la recherche d'une nouvelle épouse pour son père après sa mort, dans le film de 1963, The Courtship of Eddie's Father. Le timing humoristique et la profondeur émotionnelle de sa performance ont été salués. Le réalisateur Vincent Minnelli a été particulièrement frappé par le talent inné de Ron Howard pour exprimer des sentiments authentiques. Les arts du spectacle n'étaient pas la seule passion de Ron Howard. L'industrie cinématographique l'a captivé dès son plus jeune âge.
Les aspects techniques de la télévision lui ont été présentés pendant son mandat sur Playhouse 90, une émission de CBS. Ron Howard a observé attentivement les processus d'écriture et de réalisation des plus grands talents hollywoodiens de l'émission. Il a observé la façon dont des réalisateurs comme Alex Siegel supervisaient des productions élaborées et donnaient vie à des histoires. Le rôle de Steve Bolander dans American Graffiti en 1973 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Ron Howard. Même à l'époque, son rôle d'Opie Taylor dans The Andy Griffith Show était sa plus grande source de notoriété. Il est devenu célèbre pour ce rôle, mais cela a également perpétué le stéréotype de l'enfant star. Tout a changé avec American Graffiti. Le dernier soir de l'été 1962, George Lucas réalisait un film. Il y suivait une bande d'adolescents qui faisaient la fête en ville, prenaient des décisions importantes et écoutaient leurs chansons rock préférées. Le film s'inspirait en grande partie des expériences personnelles de Lucas lorsqu'il était adolescent à Modesto, en Californie. Steve, un lycéen joué par Howard, hésite entre rester avec sa petite amie ou partir à l'université. Avec plus de 40 chansons intemporelles interprétées par des artistes tels que Buddy Holly et Chuck Berry, le film a su toucher le public. Malgré un budget dérisoire de moins d'1 million de dollars, il a connu un énorme succès, rapportant plus de 140 millions de dollars et récoltant 5 nominations aux Oscars. Le film n'a pas seulement dominé au box-office. Le slogan « Where were you in '62 » a trouvé un écho auprès des baby boomers, car il leur a rappelé de bons souvenirs de leur adolescence. En outre, il a suscité un regain d'intérêt pour les années 1950 et 1960. Cependant, l'effet a été assez personnel pour Howard. Hollywood le considérait encore comme un enfant acteur malgré les années passées à jouer Opie. Son rôle décisif dans American Graffiti lui a permis de montrer qu'il pouvait jouer des rôles plus sérieux. Ce fut un tournant dans sa carrière, ouvrant la voie à son rôle le plus important à ce jour. La performance de Howard a été remarquée par la direction d'ABC. En 1974, il a été choisi pour le rôle de Richie Cunningham dans Happy Days, où son potentiel d'acteur principal a été remarqué. La sitcom était un regard humoristique sur la vie américaine des années 1950, créée par Gary Marshall. L'adaptation à une configuration multicaméra avec un public en studio, en direct a été le tournant après des débuts poussifs et 2 saisons infructueuses. À la fin de sa 3e saison, Happy Days avait retrouvé sa position de programme le plus populaire de la télévision. Tout cela grâce à ce changement. Howard A. incarné Richie, le garçon d'à côté par excellence, au grand cœur, responsable et sympathique. La sitcom tournait autour de son personnage qui devait relever les défis de l'adolescence, des amitiés et de la vie de famille. Jusqu'en 1924, Howard a été un pilier de Happy Days, qui a été diffusé pendant 11 saisons. Cependant, à l'insu du public, les choses n'ont pas toujours été faciles. Échec et transformation. Howard était la vedette de Happy Days au début. Quand Arthur Fonzie Fonzarelli, joué par Henry Winkler, est devenu célèbre, tout a changé. Le personnage le plus aimé de la série, Fonzie, est devenu célèbre pour son aïe caractéristique, sa veste en cuir et son attitude de dur à cuire. Les titres d'ouverture ont commencé à inclure Winkler et Howard au cours de la 3e saison. Pendant un certain temps, la chaîne a même pensé à l'appeler Fonzie's Happy Days. Après avoir signé en espérant être le personnage principal, Howard a eu l'impression d'être mis sur la touche, ce qui l'a mis en colère. Il avait déjà fait part de son intention de quitter le programme si le titre était modifié. Fonzie a continué à être le personnage le plus populaire, même après qu'ABC ait fait marche arrière et conservé le surnom original. Le scénario était difficile, malgré la solide amitié entre Howard et Winkler. Bien qu'il n'ait jamais ressenti de jalousie envers lui, Howard a avoué qu'il n'avait plus l'impression que Happy Days lui appartenait. En coulisses, les choses se compliquaient déjà. Howard a constaté un changement de traitement de la part des responsables du studio envers son collègue à mesure que sa réputation se développait. Il ne le mettait plus en avant. Il a tiré le meilleur parti des spéculations des médias selon lesquelles il se laissait reléguer à un rôle subalterne dans son programme plutôt que de se laisser déprimer. Voulant montrer qu'il pouvait faire plus que simplement jouer, il redoubla d'efforts pour devenir réalisateur.
Après avoir quitté Happy Days en 1994, Howard était loin d'être un acteur en difficulté. Il est parti avec un objectif défini et les moyens de l'atteindre. Ron Howard a commencé à aimer la réalisation dès son plus jeune âge. Il a commencé à tourner des courts-métrages avec une caméra Super 8 alors qu'il était lycéen à Burbank, en Californie. C'était plus qu'un passe-temps. Il avait l'intention de maîtriser cette compétence. Il a participé à un concours de cinéma organisé par Kodak dans un lycée et a terminé deuxième. Il avait un don pour raconter des histoires, comme en témoigne sa reconnaissance précoce. Rance Howard, son père, a été une figure influente dans sa vie et sa carrière. Ron a été encouragé par Rance, un acteur connaissant bien l'industrie cinématographique, à considérer la réalisation comme plus qu'un simple passe-temps. Ron était tout aussi captivé par les coulisses que par ses performances dans The Andy Griffith Show. Il accordait une grande attention aux cinéastes pendant qu'il travaillait sur la caméra et répétait. Ils savaient tous qu'il était un enfant curieux. Alors l'un d'eux l'a encouragé à poursuivre une carrière dans le cinéma. Il ne pouvait pas se défaire de cette prophétie. Ron avait un objectif clair en tête lorsqu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1972. Ses films Super 8 lui avaient permis de poser des bases solides. Ses connaissances en matière de montage, de cadrage et de narration visuelle s'étaient développées. Bien qu'il soit désireux de prouver ses talents de réalisateur, le public continue de le considérer avant tout comme un acteur. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il poursuit ses études à l'École des arts cinématographiques de l'USC. En ce qui concerne les écoles de cinéma, l'USC fait partie des meilleures. Elle dispose d'un équipement de pointe et d'un vaste réseau de contacts dans tous les secteurs concernés. Un tournant décisif dans la vie de Ron s'est produit lorsqu'il s'est inscrit à la première promotion de l'école de cinéma. Son rôle de Richie Cunningham dans Happy Days est arrivé peu après ses débuts à l'USC. L'émission a connu un énorme succès d'audience. Il a dû choisir entre le théâtre et les études, car il était devenu trop difficile de faire les deux. Il a quitté l'USC avant d'obtenir son diplôme. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. Étudier le cinéma est devenu une opportunité à chaque nouveau rôle d'acteur. Il s'informait sur les méthodes des réalisateurs et observait le fonctionnement des plateaux de tournage. Il recevait une éducation sans commune mesure avec celle qu'il avait reçue en classe. Après un certain temps, il retourna à l'USC pour parler de ses expériences à d'autres cinéastes en herbe. Bien qu'il n'ait pas terminé ses études de cinéma, les connaissances qu'il avait acquises ont grandement influencé sa trajectoire professionnelle. C'est un parcours atypique qui lui a permis de percer en tant que cinéaste en 1977. Un accord a été conclu avec lui par le producteur Roger Corman. Eat My Dust donnerait à Ron l'opportunité de réaliser son film s'il acceptait d'y jouer. Même si Ron n'était pas enthousiaste à l'idée de l'écriture, il en a reconnu le potentiel. En échange de son casting, Corman lui a permis de réaliser Grand Theft Auto. Ron et son père ont collaboré à l'écriture en seulement 2 semaines. Le tournage s'est déroulé en seulement 23 jours avec un budget dérisoire de 602 000 $. Un casting éclectique et des poursuites automobiles effrénées ont alimenté l'intrigue de cette comédie d'action au rythme effréné sur un jeune couple en fuite. Le public l'a adoré malgré les critiques mitigées des critiques. Avec un budget aussi réduit, les 15 millions de dollars de recettes au box-office du film sont considérés comme un triomphe. Un tournant décisif s'est produit lorsque j'ai pris les rênes de Grand Theft Auto. Sous la pression de produire un film agréable, Ron a dû jongler avec des ressources limitées, des délais courts et beaucoup de stress. C'était aussi le seul long métrage dans lequel il a occupé le poste de réalisateur. T+. Son exploit avec Grand Theft Auto a démontré qu'il était capable de faire plus que simplement jouer. Il a commencé à être reconnu en tant que réalisateur à Hollywood. La carrière de réalisateur de Ron Howard a débuté en 1982 avec la comédie Night Shift, qui a démontré qu'il pouvait faire plus que simplement jouer. Son rôle phare a été celui de Richie Cunningham dans Happy Days, bien qu'il en ait secrètement rêvé avant cela. L'extraordinaire, Night Shift était son premier long métrage en tant que réalisateur, mais il avait déjà une expérience de quelques petits films. Henry Winkler, Shelley Long et Michael Keaton, qui étaient relativement inconnus à l'époque, figurant tous dans le film. Le protagoniste, un employé discret de la morgue travaillant de nuit, voit son monde bouleversé
lorsque son collègue sociable et imprévisible l'incite à lancer une entreprise particulière, un réseau de prostitution. Depuis la morgue, Howard a réussi à équilibrer l'étrange prémisse de la série. Des cas de véritable cœur, avec son humour débridé. Compte tenu de son petit budget, le film a rapporté près de 21 millions de dollars, ce qui en fait un succès surprenant. La performance énergique de Michael Keaton, ainsi que la mise en scène de Howard, ont été très appréciés par la critique. Sa performance était si captivante qu'il a volé la vedette et a été nommé meilleur acteur dans un second rôle par le Kansas City Film Critics Circle. Le film a obtenu un taux d'approbation de 93% sur Rotten Tomatoes, et beaucoup le considèrent encore comme l'une des meilleures comédies spirituelles des années 80. Tous les critiques n'étaient pas convaincus. L'influence du film était évidente, même si la critique Janet Maslin du New York Times a estimé qu'elle s'estompa dans la seconde moitié. L'amitié professionnelle entre Henry Winkler et Howard s'est encore renforcée grâce au film. Malgré leur longue histoire de collaboration sur Happy Days, cela représentait un nouveau défi. Winkler a prouvé qu'il pouvait faire plus que simplement jouer avec l'une de ses performances les plus emblématiques. Parallèlement, Howard a assuré à tout le monde qu'il pouvait diriger un long métrage en toute confiance. Certains sont même allés jusqu'à dire que Night Shift rappelait Risky Business et d'autres comédies acclamées de l'époque. Mais surtout, le film a révélé le style naissant de Howard en tant que cinéaste. Après Night Shift, Howard a enchaîné rapidement. En 1984, il a réalisé Splash, une comédie fantastique romantique encore plus réussie. Tom Hanks y interprétait le rôle principal d'un homme qui développe des sentiments pour le personnage de Sirène, incarné par Daryl Hannah. Le concept était original, mais c'est la combinaison de la comédie et de l'émotion qui a fait le succès du film. La complicité entre Tom Hanks et Daryl Hannah a donné du crédit au récit amoureux, tandis que John Candy et Eugene Levy ont renforcé l'aspect comique. Pour Howard et Hanks, ce film a marqué un tournant. Mettant en vedette Tom Hanks, il s'agissait du premier long-métrage de la nouvelle filiale de Disney, Touchstone Pictures, qui visait à produire des films à caractère plus adulte. Splash, qui avait un budget de 11 millions de dollars, est devenu le 10e film le plus rentable de l'année avec environ 70 millions de dollars de recettes aux États-Unis. De nombreux critiques ont félicité Tom Hanks pour son mélange magistral d'éléments comiques et émotionnels, même si la plupart des gens ont apprécié le film. Roger Ebert a émis une critique étrange. Selon lui, c'est John Candy, et non Tom Hanks, qui aurait dû jouer le rôle principal. Le film a néanmoins été bien accueilli et a été nominé pour l'Oscar du meilleur scénario original. Cela a démontré que le succès de Howard n'était pas le fruit du hasard. Il avait le potentiel pour révolutionner Hollywood en tant que réalisateur. Un an plus tard, il s'attaqua à un tout nouveau défi avec Cocoon. Ce drame de science-fiction de 1985 raconte l'histoire d'un groupe de retraités qui rencontrent un extraterrestre qui leur offre le don de la jeunesse. Il remporta un Oscar pour ses effets visuels innovants et son mélange de drame et de comédie. Le casting du film comprenait plusieurs lauréats d'un Oscar, dont l'acteur chevronné Donna Mitch, et il fut tourné à Saint Petersburg, en Floride. L'un des films les plus réussis de l'année, Coco, a rapporté plus de 85 millions de dollars. Le film Apollo 13, sorti en 1995, a démontré le talent de Ron Howard pour la dramatisation d'histoires vraies. Comme le montre le film, une explosion de la bouteille d'oxygène a mis les astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise dans une situation de vie ou de mort lors de la mission lunaire de la NASA en 1970. Ils ont transformé leur mission en un ultime effort pour retourner sur Terre au lieu d'atterrir sur la Lune. Les astronautes bloqués ont été incarnés par Tom Hanks, Kevin Bacon et Bill Paxton, tandis qu'Ed Harris et Gary Sinise incarnaient les opérateurs du centre de contrôle de la mission qui tentaient de ramener les hommes sains et saufs. Howard a beaucoup collaboré avec la NASA pour garantir le réalisme du film. Il est même allé jusqu'à filmer des séquences en flottant dans les airs sur la Vomit Comet. Cette réflexion a porté ses fruits. Le film a obtenu 9 nominations aux Oscars et a rapporté plus de 355 millions de dollars dans le monde. Le tout avec un budget de 52 millions de dollars. Étonnamment,
Howard n'a pas été nominé pour le meilleur réalisateur, bien que le film ait remporté les prix du meilleur son et du meilleur montage. Apollo 13 est finalement devenu un classique. Houston, nous avons un problème est devenu une référence culturelle. En 2023, le film a été officiellement reconnu pour son importance culturelle et historique en étant ajouté au National Film Registry. Quelque temps après, Howard s'est attaqué à un autre sujet authentique avec la même imagination brillante. John Nash était un prodige des mathématiques qui luttait contre la schizophrénie. Le film retraçait sa vie et est sorti le 21 décembre 2001. Dans le rôle de Nash, Russell Crowe a donné vie à l'intelligence, à la paranoïa et au succès final du personnage. Howard a habilement utilisé des procédés narratifs pour transporter les spectateurs dans les pensées de Nash, des éléments importants n'étant révélés que lorsque le personnage les reconnaissait. Alicia, l'épouse de Nash, jouée par Jennifer Connelly, est le centre émotionnel du film. Le film a été nominé pour 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Howard. Et sa performance a également été récompensée par un Oscar. Il a rapporté près de 313 millions de dollars dans le monde pour un budget de 58 millions de dollars. Au-delà de son succès financier, le film a modifié la perception du public sur la maladie mentale, tout en rendant hommage aux réalisations et à la ténacité de Nash. Il a aidé les spectateurs à comprendre les défis de la schizophrénie. Les drames sérieux n'étaient pas la seule source de gloire de Howard. Comment le Grinch a volé Noël, sorti en 2000, a été son incursion dans le domaine fantastique, avec Jim Carrey dans le rôle du Grinch, l'adaptation en prise de vue réelle du célèbre roman de Dr. Seuss a connu un succès retentissant tout au long de la saison de Noël. C'était un calvaire quotidien que Carrey comparait à un enterrement vivant en raison des heures de maquillage nécessaires pour incarner le personnage vert qui déteste Noël. Howard s'est déguisé en Grinch sur le plateau pour garder une ambiance légère, malgré la nature difficile du projet. Lors de sa sortie le 17 novembre 2000, avec un budget de 123 millions de dollars, le film est immédiatement devenu le film de Noël le plus rentable de tous les temps, avec 345 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film a été nominé pour 2 Oscars, celui du meilleur maquillage et celui des meilleurs costumes et décors. Les gens l'ont adoré, même si les critiques ont trouvé qu'il y avait trop d'humour noir pour un film pour enfants. Au fil du temps, il est devenu un incontournable des fêtes de fin d'année. Et le rôle de Jim Carrey dans le rôle titre est vraiment mémorable. D'après le roman à succès de Dan Brown, Howard a réalisé le film Da Vinci Code en 2006. Mettant en vedette Tom Hanks, le film suit le symbologue Robert Langdon alors qu'il se plonge dans un groupe religieux secret et le Saint Graal. Les trébuchements. Le film a immédiatement été accueilli par de nombreuses critiques. Bien que le Vatican l'ait publiquement critiqué, les organisations religieuses ont appelé au boycott et des débats ont fait rage sur la façon dont il dépeignait le christianisme. Cependant, la vente des billets n'a pas été affectée négativement par la question. Le Da Vinci Code a fait ses débuts mondiaux à Cannes le 17 mai 2006, et il est devenu le film le plus rentable de Ron Howard, rapportant 760 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 125 millions de dollars. Il a été suivi de 2 suites, Angels et Démons en 2009 et Inferno en 2016, toutes écrites par lui. Le public a apprécié le mélange de mystère, d'histoire et d'action du film, même si les critiques ont remis en question la véracité historique du film. Plusieurs situations humoristiques se sont produites en coulisses pendant la production. On raconte que Tom Hanks aurait changé de pantalon devant la Joconde lors du tournage au Louvre, une histoire qui fait encore rire Howard aujourd'hui. Les films que Ron Howard a réalisés sont vraiment remarquables. Néanmoins, tout ce qu'il touche n'est pas un chef-d'œuvre. 2 de ses films les plus décevants au box-office ont été Inferno, sorti en 2016, et Solo, un récit de Star Wars, sorti en 2018. Tous 2 ont bénéficié de budgets importants, d'énormes attentes et de liens étroits avec des entreprises déjà florissantes. Malgré cela, ils ont eu du mal à attirer les spectateurs. Tom Hanks a joué dans le 3e volet de la série de films de Robert Langdon, intitulé Inferno. Le premier film, Da Vinci Code, a connu un énorme succès en 2006.
récoltant 760 millions de dollars dans le monde entier avant sa sortie. En 2009, Angers et Démons est sorti et a rapporté un total de 485 millions de dollars. L'attention du public avait déjà commencé à faiblir lorsque Inferno est sorti. Comparé à son budget de 75 millions de dollars, il n'a réussi à rapporter que 220 millions de dollars. Le film a été critiqué pour son récit alambiqué et ses performances peu remarquables. Un nombre important de spectateurs s'étaient tout simplement désintéressés de la série, et les efforts de marketing n'avaient pas réussi à susciter l'enthousiasme. Comparé aux films qui l'ont précédé, Inferno semblait être une réflexion après coup. Par la suite, Solo, une histoire de Star Wars, est sortie. La production d'un film qui a été en proie à des problèmes bien avant sa sortie en salle. Cependant, Phil Lord et Christopher Miller ont été limogés en plein milieu de la production, alors qu'ils en étaient les réalisateurs à l'origine. Une partie importante du film a été refilmée par Howard, qui a été engagé pour reprendre la production tout en travaillant dans des délais très serrés. Même si le produit fini a reçu des critiques largement favorables, le public n'a pas répondu présent. Avec un total de 393 millions de dollars de recettes dans le monde, il est devenu le premier film Star Wars à enregistrer une perte. Certaines variables jouent contre ces possibilités. En raison du fait que le dernier Jedi n'était sorti que 5 mois auparavant, la lassitude de la franchise s'était développée. Les opinions des fans des derniers films Star Wars étaient partagées, et beaucoup d'entre eux se demandaient si Alden Ehrenreich pouvait jouer Han Solo avec autant de succès que Harrison Ford. Il était difficile pour le film de convaincre les cinéphiles, même s'il avait un scénario et une action forts. Howard a géré ses déceptions avec compétence, même si elles se sont produites. Il était fier de son travail et s'est abstenu de jeter le blâme sur qui que ce soit. Héritage. Ron Howard est un réalisateur et producteur talentueux qui a eu un impact important sur le cinéma et la télévision. Ses rôles d'enfance en tant qu'Opie Taylor dans The Andy Griffith Show, 1960-1968 et Richie Cunningham dans Happy Days, 1974-1974 ont lancé sa carrière. Sa passion se trouve derrière la caméra. Ronnie Howard et Brian Grazer ont lancé Imagine Entertainment, une société de production cinématographique et télévisuelle de premier plan à Hollywood. En novembre 1985, Imagine Entertainment crée des films à succès et des émissions de télévision primées. Ron Howard a conduit le studio à développer des chefs-d'œuvre intemporels qui ont captivé le public du monde entier. Imagine Entertainment a créé plus de 50 films et émissions de télévision populaires, transformant le secteur du divertissement. Parmi les séries notables de la société, citons Arrested Development, 2003-2019. Une comédie sarcastique et humoristique américaine populaire qui a remporté plusieurs Emmy Awards. Ron Howard a produit et narré la série. Friday Night Lights, 2006-2011. Il est basé sur le roman. Cette série télévisée explore les équipes de football américain au lycée et les préoccupations sociétales des États-Unis. Empire, 2015-2020. Une émission de télévision musicale à succès sur le hip-hop et les conflits de pouvoir dans le monde du divertissement. Imagine Entertainment crée des films et des émissions de télévision à succès, qui rapportent des milliards dans le monde entier. Un homme d'exception, TV1, qui a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film, a été le plus grand triomphe de la société. Ron Howard a réalisé ces films. Tom Hanks, Kevin Bacon et Bill Paxton apparaissent dans Apollo 13, 1995, qui s'inspire de la mission désastreuse Apollo 13. 9 nominations aux Oscars et 2 victoires ont accompagné le triomphe du film au box-office. Houston. Nous avons un problème, est l'une des répliques les plus célèbres du cinéma. Russell Crowe dans le rôle du mathématicien John Nash dans Un homme d'exception, 2001. Le film a remporté 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour le Da Vinci Code, 2006 de Ron Howard. Tom Hanks incarnait Robert Langdon dans l'adaptation cinématographique de Dan Brown. Le film a rapporté près de 760 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l'un des plus grands succès de l'année. Frost-Nixon, 2008. Un film politique sur la discussion du président Richard Nixon avec le journaliste David Frost. Le film a obtenu 5 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.
Rush, 2013, basé sur la course entre James Hunt et Niki Lauda. La substance et la cinématographie du film ont dépeint de manière vivante les courses à grande vitesse, ce qui lui a valu des éloges. Solo, 2018, un spin-off de Star Wars centré sur Han Solo. Ron Howard a respecté le calendrier du projet et diverti les spectateurs malgré des problèmes de production. Imagine Entertainment s'est lancé dans le numérique en plus du cinéma. Avec Netflix, Disney Plus et Apple TV+, la société a produit de nombreuses émissions exclusives, stimulant la croissance de l'industrie du divertissement. Ron Howard a remporté de nombreuses distinctions importantes pour sa contribution au 7e art, dont 2 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Un homme d'exception, 6 Emmy pour son travail à la télévision, et 2 Golden Globes, dont celui du meilleur acteur pour Happy Days. Un Grammy pour le documentaire The Beatles, documentaire 8 Days a Week. Plus de 47 nominations aux Oscars et 217 aux Emmy Awards pour les productions Imagine Entertainment. Ron Howard a obtenu 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame pour son travail à la télévision 1941 et au cinéma 2015. Cette distinction rare montre son impact sur les 2 secteurs. En 2003, le gouvernement américain a décerné à Ron Howard la National Medal of Arts, la plus haute distinction pour les contributeurs artistiques et culturels. Après 60 ans dans le monde du divertissement, Ron Howard a bâti un héritage en tant qu'acteur, réalisateur et producteur. Il inspire les futurs artistes par son grand travail. Ron Howard a eu une carrière impressionnante, d'enfant acteur à réalisateur et producteur accompli. Quel est votre film préféré? Pensez-vous que son succès vient d'un talent naturel ou est-ce que le résultat de la persévérance et de l'apprentissage constant? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.